Donc, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans cette agréable salle des conférences de l'Hôtel de Ville de Chantilly. Donc, merci aux personnalités présentes, Madame le maire de Chantilly, qui était parmi nous, Madame Nicole Garnier, Monsieur Claude Charpentier et les amis du château. Donc, dans ce début du XXIe siècle, il semble que la France soit à nouveau entrée dans une période agitée, instable, de manifestations, voire d'émeutes, comme elle en a connu au XIXe siècle. Mais justement, souvenons-nous des propos inattendus de Victor Hugo en hommage à Louis-Philippe dans Les Misérables. J'ai redécouvert ça, j'étais d'ailleurs assez étonné de le lire. Donc dans Les Misérables, c'est, je ne sais plus quel chapitre 3, un truc comme ça. Donc les révolutions ont le bras terrible et la main heureuse. 1830, dans sa déviation, eut du bonheur. Louis-Philippe est un homme rare, cet homme rare qui a su faire du pouvoir malgré l'inquiétude de la France et de la puissance malgré la jalousie de l'Europe. Et le duc d'Aumale, chef de la maison d'Orléans en 1862, remercie Victor Hugo de ce portrait dans une lettre du 8 juillet au général de Flot qui le transmet à l'auteur. Ces propos nous ont donné envie de connaître mieux Louis-Philippe, le dernier roi des Français, le père du duc d'Aumale, et dont le règne prospère est souvent caricaturé et sous-estimé. Il y a quelques mois, par chance, donc sur une radio amie, c'est en l'entendant faire le récit de ce règne que j'ai voulu faire appel à Arnaud Tessier, qui s'efforce d'élucider les rapports entre l'État et la société en France à travers l'histoire des grands serviteurs de l'État. Donc Arnaud Tessier, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes haut fonctionnaire, historien, ancien élève de l'ENS Ulm et de l'ENA, professeur associé à l'École normale supérieure et directeur de la prépa ex-ENA Paris 1, École normale supérieure. Vous présidez depuis 2017 le conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire politique de la France et sur l'histoire et l'actualité de l'État, parmi lesquels j'ai noté des biographies de Lyautey, de Péguy, un essai sur Richelieu, ou la puissance de gouverner, un ouvrage sur De Gaulle et sur Philippe Séguin, ou le remords de la droite, et bien sûr l'itinéraire de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, ainsi que l'ouvrage Les enfants de Louis-Philippe et la France, qui ont été publiés il y a quelques années. Vous intervenez régulièrement dans Le Figaro et dans Marianne. Merci de nous consacrer cette soirée. Après la conférence, comme nous en avons l'habitude, il y aura bien sûr les questions-réponses, puis nous proposerons une vente dédicace d'un certain nombre de livres. Donc vous trouverez ici l'histoire de la monarchie de Juillet, de Sébastien Charletti, avec la préface d'Arnaud Tessier, un livre d'Arnaud Tessier, Les enfants de Louis-Philippe et la France, dont je parlais tout à l'heure, et puis donc un livre sur Lyautey. Donc malheureusement, Louis-Philippe, le thème de la conférence de ce soir, déjà épuisé. Il a déjà quelques années, mais donc la librairie de Chantilly n'a pas réussi à le récupérer. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et Arnaud Tessier, je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, le Louis-Philippe, dernier roi des Français, est épuisé. On le trouve d'occasion. Il sera peut-être réimprimé un jour, je l'espère. C'est un sujet que j'ai donc traité beaucoup il y a une quinzaine d'années, à travers d'abord les enfants. J'ai commencé par les enfants de Louis-Philippe. C'était mon premier livre. Ensuite, cette biographie de Louis-Philippe que j'ai faite à partir des archives de la Maison de France. Et puis, je suis revenu sur le sujet pour préfacer cet ouvrage qui est un classique sur l'histoire de la monarchie de Juillet,
de Sébastien Charletti, qui était un des grands historiens de la Troisième République. Ça s'inscrivait dans l'histoire de France d'Ernest Lavis. Donc ce n'était pas forcément des historiens très favorables à Louis-Philippe, mais c'est un livre équitable et qui a gardé toute sa qualité et la pertinence de certaines de ses analyses. Et puis j'y suis revenu pour des ouvrages collectifs. Donc aujourd'hui je travaille plutôt sur le général de Gaulle, c'est vrai, sur la Ve République, mais il y a des liens. Et je vais revisiter un peu avec vous cette période. Je n'ai pas révisé scrupuleusement tous les travaux que j'avais faits pour mon livre de 2010, mais justement j'espère tirer de cette distance relative la capacité d'avoir un peu d'altitude, d'essayer de resituer le personnage de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet, mais de Louis-Philippe dans toute son existence, dans l'histoire de France, et pour vous aider à comprendre effectivement comment fonctionne la France ou comment elle ne fonctionne pas, puisque vous le savez, enfin, nous sommes un pays étrange, nous sommes un pays qui a connu 15 ou 16 constitutions, et encore si on regarde depuis 1789, et encore si on regarde dans le détail, un même régime a pu connaître plusieurs régimes, comme le régime de la Troisième République et le régime de la Ve République ne sont même pas assurés d'être exactement dans le même régime que celui qui a prévalu, par exemple, au hasard entre 1958 et 1969. Donc c'est une histoire chaotique, l'histoire de la France depuis la Révolution, c'est une histoire chahutée, c'est une histoire constitutionnelle compliquée. Nous avons un problème en France avec le pouvoir, avec la démocratie, avec l'autorité, c'est vrai. Et Louis-Philippe, on ne peut comprendre véritablement l'importance historique de Louis-Philippe que si on le situe dans ce cycle historique, dans ce cours historique. Parce qu'en réalité, Louis-Philippe est l'homme qui, entre 1830 et 1848, a cherché à faire une sorte de synthèse, après la Révolution française, après le Consulat et l'Empire, après la première expérience de monarchie parlementaire qui avait été la Restauration, les règnes de Louis XVIII et Charles X. Louis-Philippe est un homme qui a cherché à trouver un équilibre, à créer, à doter la France des institutions qui lui convenaient. Et on aurait pu penser, dans les années 1840, qu'il y était parvenu, car son régime aurait été, au moment où Louis-Philippe tombe, en 1848, si on met à part le contexte économique, social qui est très difficile des années 1846-1848, en réalité le régime aurait très bien pu durer, et peut-être que la France était faite pour une monarchie constitutionnelle avec un parlement, un pouvoir parlementaire et un exécutif fort, ce qui nous parle un peu à notre imagination aujourd'hui, puisque finalement la Ve République a été aussi une sorte d'effort de synthèse. Et je crois que s'il fallait créer une filiation à travers l'histoire entre la Ve République et l'histoire des régimes qui l'ont précédée, plus que le Second Empire, ce serait peut-être avec la monarchie de Juillet, avec ce souverain, Louis-Philippe, qui conduisait la politique étrangère, qui pesait très finement et très subtilement sur la vie politique, qui utilisait avec une force exceptionnelle l'administration. Il y a des parentés entre la Ve République et Louis-Philippe, beaucoup plus à mon avis qu'il n'y en a avec la période impériale ou ce qu'on a appelé le bonapartisme, selon une division qu'on reprend souvent. Alors, je vais essayer, je ne peux pas vous raconter entièrement ni la vie de Louis-Philippe, ni l'histoire entière de la monarchie de Juillet, je vais essayer, en suivant quand même un cours chronologique, de souligner certains aspects, certains épisodes, certains traits de ce personnage. Je vais essayer de l'humaniser à vos yeux, parce que c'est un personnage qui a été maltraité par la postérité, à mon avis, de manière très injuste. Vous savez qu'il est entré dans le langage courant. Louis-Philippard, c'est pas très élogieux. La poire, la caricature, qui a été un succès extraordinaire, puisque Louis-Philippe n'a jamais réussi à se défaire de cette image. Le style Louis-Philippard. On lui reproche ardemment d'avoir défiguré Versailles, alors qu'en réalité, il a sauvé Versailles, qui était destiné à tomber totalement en déshérence au moment où le roi Louis-Philippe a commencé à s'intéresser au destin du château. Donc il y a une grande injustice à son égard, et il y a une sorte de conjuration un petit peu de l'histoire contre lui, puisqu'il a eu contre lui à la fois les nostalgiques, les carlistes, comme on les appelait, les nostalgiques de Charles X, les légitimistes qui n'y ont jamais pardonné ce qu'ils ont considéré comme une forfaiture, l'arrivée au pouvoir de 1830, et puis le gauchisme de 68, qui a fait de Louis-Philippe, en quelque sorte, une sorte de Saint-Paul de la société bourgeoise. C'est l'idée du roi bourgeois, la société bourgeoise, l'argent. Et évidemment, Louis-Philippe n'a pas été très servi par la littérature, qui a restitué la littérature de l'époque, qui a restitué une image pas toujours très flatteuse de cette société de la révolution industrielle, où effectivement le pouvoir de l'argent commençait à apparaître dans toute sa force.
Alors, pour essayer de comprendre d'abord l'importance et la singularité de ce roi et de cette dynastie qu'il a voulu en réalité créer, j'ai un livre chez moi, je ne l'ai pas apporté, c'est un très beau livre, un très gros livre, qui est un peu lourd et fragile, mais j'ai noté le leçon qu'il comporte. C'est un livre qui a été écrit par un érudit qui s'appelait Gabriel Péniaud, et qui en 1830 a été chargé par un éditeur qui s'appelait Krappelé de faire la sorte de généalogie des Orléans. Et ce livre est paru en 1830, peu de temps après l'avènement de Louis-Philippe. Il s'appelle Précis historique, généalogique et littéraire de la Maison d'Orléans. Précis historique, généalogique et littéraire de la Maison d'Orléans. Et j'ai une note manuscrite dans cet ouvrage qui a dû appartenir à l'auteur, où il met ceci. Titre original, branche héréditaire complète des Bourbons-Orléans, considérée dans tous ses détails. Branche héréditaire complète des Bourbons-Orléans, considérée dans tous ses détails. Gabriel Péniaud écrit dans cette petite note, ce titre est celui que j'avais d'abord donné à l'ouvrage. Il était ainsi annoncé que M. Krappelé, l'éditeur, fit part à Louis-Philippe dans son cabinet de ce travail. Louis-Philippe ne fut pas content du titre, et lui-même le refit ainsi qu'il est maintenant. J'aurais autant aimé le mien. Ce qui veut dire que Louis-Philippe, très clairement, voulait inscrire, ne voulait pas de ce titre de Bourbon-Orléans, qui était tout à fait valide, mais il nous voulait véritablement que ce soit la Maison d'Orléans, parce qu'il y avait véritablement l'intention, chez Louis-Philippe, de donner un nouveau départ à la monarchie, une nouvelle chance à la monarchie. Alors, si l'on considère l'existence de Louis-Philippe, je crois que c'est la ligne de force de sa vie. Il dit un jour à Marie-Amélie, son épouse, la reine Marie-Amélie, il lui a dit un jour, nous sommes les derniers rois possibles en France. Louis-Philippe est quelqu'un qui a vécu de manière difficile, ardente, la Révolution française, il en a été témoin dans sa jeunesse, il a vécu en exil, il a vu les guerres de l'Empire, les conflits de la Restauration, il a vu cette sorte de guerre civile larvée que la France connaissait depuis la Révolution, ces deux Frances qui s'opposaient. Et Louis-Philippe a toujours été obsédé par l'idée de réconcilier l'ancienne France, celle de l'ancien régime, et la nouvelle France, la nouvelle société qui était issue de la Révolution, qui était issue des ventes de biens nationaux, cette nouvelle société qui était apparue, de garder un certain héritage de la monarchie tout en reprenant une partie de l'héritage révolutionnaire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le drapeau tricolore, un certain nombre d'éléments, une forme de patriotisme qui s'était épanoui avec la Révolution française, avec les guerres révolutionnaires. Donc c'est un homme de synthèse, et je dirais même plus que de synthèse, qu'un homme qui a voulu réparer la France. Il a considéré que la France avait été en quelque sorte abîmée par la Révolution française, abîmée par les guerres de l'Empire, abîmée par les conflits entre les anciens des émigrés, ceux qui rentraient de l'émigration, et une partie de la société française sous la Restauration, les libéraux, ceux qui voulaient une émancipation politique de la monarchie, qui voulait évoluer vers une monarchie parlementaire. Il a toujours voulu réparer ces fractures et bâtir quelque chose de synthétique, de pacifié, jusqu'à réconcilier l'histoire de France, jusqu'à réconcilier la France avec son histoire. Et c'est le grand projet qu'il a conçu avec le château de Versailles, d'en faire un musée de l'histoire de France, où il y aurait toute l'histoire de France, avec ses hauts et ses bas morceaux, avec tout ce qui faisait la substance de la France. Alors pourquoi sa jeunesse, sa formation, comment expliquer cette idée qui ne l'a jamais quittée et qui a véritablement dicté son comportement politique pendant toute son existence et pendant les 18 années de son règne? Et tout simplement parce qu'il a été témoin de ces événements dramatiques qui ont été les événements de la Révolution. Il était le fils de celui qu'on a appelé plus tard Philippe Égalité, duc d'Orléans, qui a pris ce nom d'égalité un petit peu sous la contrainte, il faut bien le dire, et qui a attiré une sorte d'opprobre sur son nom, en faisant partie de ceux qui avaient voté la mort du roi. Il l'a voté sous l'effet de la peur, en réalité, et plus qu'évidemment que de la conviction, ce qui le conduira à l'échafaud. Il était le fils donc d'un prince qui était déjà en délicatesse avec la cour, avec la monarchie, avec Louis XVI, qui passait pour un prince libéral, anglophile, et qu'on a soupçonné pendant tous les premiers temps de la Révolution de comploter contre le roi, pour faire prévaloir les intérêts des Orléans sur une idée très ancienne, que les Orléans étaient en rivalité, cette branche issue du deuxième fils de Louis XIII, du frère de Louis XIV,
Philippe de France, que cette branche avait toujours voulu en réalité monter en force face au Bourbon régnant. Et donc Louis-Philippe a été marqué par cette histoire, par la tragédie qui était l'existence de son père. Il a reçu une éducation assez curieuse. Il était éduqué par Madame de Genlis, une éducation assez curieuse qui était à la fois très marquée par des idées du XVIIIe siècle, en même temps très rude et très traditionnelle, très contraignante, très sévère. Il a reçu donc une éducation assez stricte, une très bonne éducation. Louis-Philippe, le duc de Chartres, le futur Louis-Philippe, est un homme qui a une grande culture, qui lit beaucoup, mais qui va être précipité dès la sortie de l'adolescence dans les événements révolutionnaires. Il est né en 1773, il a 16 ans au moment où se réunissent les États généraux. C'est lui, comme prince du sang, qui représente son père, qui siège avec les États. Et donc, il va être témoin à l'âge de 16 ans, il va commencer à l'âge de 16 ans, il va être témoin de la déliquescence progressive de la monarchie, de la crise de la monarchie. Il va en retenir une idée qui, à mon avis, va beaucoup le marquer. C'est la peur, ce que j'appellerais la peur de la peur. Il a vu ce que la peur pouvait produire, ce que la peur pouvait faire comme effet sur une société, sur un régime. Il a vu les tergiversations de Louis XVI, de la cour, et ça l'a beaucoup marqué, je crois, dans la suite de son existence. C'est-à-dire comment éviter d'avoir peur, comment éviter d'être conduit par les événements au lieu de les conduire. Il s'est intéressé au début de la Révolution, il a participé au Club des Jacobins, il va être, dans les premières années de la Révolution, un militaire, un chef militaire. Il va se battre à Jemmapes et Valmy, on l'appellera le général Égalité, nom de son père. Il va donc participer avec une certaine adhésion au premier temps de la Révolution, dans sa partie, finalement, sa dimension la plus patriotique, mais bien sûr, l'avènement de la terreur, l'exécution de son père. Il va prendre les chemins de l'exil et il va connaître plusieurs années d'exil et de voyage qui sont assez extraordinaires. Quand on voit Louis-Philippe, on pense à un souverain un peu bedonnant, parce que d'abord il est arrivé sur le trône à l'approche de la soixantaine. C'est un homme dont les portraits, évidemment, la poire n'est pas la partie, la représentation la plus gratifiante qu'on puisse faire de Louis-Philippe. Mais en réalité, on oublie que ça a été une sorte de jeune aventurier qui a voyagé à travers l'Europe, qui a voyagé en Amérique. Il a dû d'ailleurs, il a eu de difficultés financières, il a fallu qu'il puisse mobiliser des ressources financières pour arriver à survivre. Il a voyagé, il a même été d'une certaine manière un explorateur. Je vais vous raconter, il y a quelques années, j'ai eu la surprise de recevoir un message de l'ambassadeur de Norvège en France, qui me demandait si je acceptais de venir déjeuner à l'ambassade de Norvège pour parler de Louis-Philippe. Et il m'a rappelé quelque chose que je savais, mais que j'avais un peu oublié, c'est qu'il y a un buste tout à fait en or, Laponie, tout à fait dans le nord de la Scandinavie, un buste de Louis-Philippe, parce que Louis-Philippe avait voyagé en Laponie quand il était en exil, pendant la Révolution, les années révolutionnaires, et devenu roi, il avait financé une expédition scientifique qui avait laissé son buste quasiment au pôle Nord, et les Norvégiens l'ont conservé, je crois, je ne suis pas allé, mais je crois qu'il a été mis à l'abri dans un bâtiment où on peut le contempler. Et j'ai même su, par cet ambassadeur norvégien, cet ambassadeur de Norvège, que le général de Gaulle, quand il était revenu au pouvoir, s'était enquis de restauration du buste de Louis-Philippe, qui était comme une sorte de présence de la France à une des extrémités du monde. Et c'est pour bien montrer à quel point cet homme a eu une vie aventureuse. Il s'est caché, à un moment, pendant caché quand il était en Suisse, il était professeur dans les Grisons, il a exploré la Laponie, il a voyagé en Amérique de manière beaucoup plus authentique que Chateaubriand. Il en a d'ailleurs, il a écrit un journal de son voyage en Amérique qui est très intéressant. Louis-Philippe a d'ailleurs commencé d'écrire des mémoires qu'il n'a jamais achevées. Donc il a eu cette vie aventureuse. Et d'ailleurs, cette vie aventureuse a beaucoup frappé Victor Hugo. Vous citiez ce texte extraordinaire, c'est un chapitre des Misérables. Il faut savoir que Louis-Philippe est un personnage des Misérables. Il y a un chapitre qui lui est entièrement consacré, dans la partie qui s'intitule « Quelques pages d'histoire ». Et voici ce qu'écrit Victor Hugo. « Être le prince égalité, porter en soi la contradiction de la Restauration et de la Révolution, avoir ce qui est inquiétant du révolutionnaire, qui devient rassurant dans le gouvernant, ce fut la fortune de Louis-Philippe en 1830. Mais il rappelle ce qu'a été
ce qu'ont été les années d'exil. Il avait pour lui cette grande désignation au trône, l'exil. Il avait été proscrit, errant, pauvre. Il avait vécu de son travail. Ensuite, en Suisse, cet apanagiste des plus riches domaines princiers de France avait vendu un vieux cheval pour manger. À Reichenau, en Suisse, il avait donné des leçons de mathématiques pendant que sa sœur Adélaïde faisait de la broderie et cousait. Ses souvenirs mêlés à un roi enthousiasmaient la bourgeoisie. Il avait démoli de ses propres mains la dernière cage de fer du Mont-Saint-Michel, bâtie par Louis XI et utilisée par Louis XV. C'était le compagnon de Dumouriez, c'était l'ami de Lafayette. Il avait été du club des Jacobins. Mirabeau lui avait frappé sur l'épaule. Danton lui avait dit « Jeune homme ». À 24 ans, en 93, étant monsieur de Chartres, du fond d'une logette obscure de la Convention, il avait assisté au procès de Louis XVI, si bien nommé ce pauvre tyran. La clairvoyance aveugle de la Révolution brisant la royauté dans le roi, et le roi avec la royauté, sans presque remarquer l'homme dans le farouche écrasement de l'idée, le vaste orage de l'Assemblée tribunale, la colère publique interrogeant, Capet ne sachant que répondre, l'effrayante vacillation stupéfaite de cette tête royale sous ce souffle sombre. Il avait contemplé ses vertiges, il avait vu les siècles comparaître à la barre de la Convention, il avait vu, derrière Louis XVI, cet infortuné passant responsable, se dresser dans les ténèbres la formidable accusée de la monarchie, et il lui était resté dans l'âme l'épouvante respectueuse de ces immenses justices du peuple, presque aussi impersonnelles que la justice de Dieu. Et voici cette phrase décisive de Victor Hugo, « La trace que la Révolution avait laissée en lui était prodigieuse. Son souvenir était comme une empreinte vivante de ces grandes années, minute par minute. » Donc voilà, c'est cela qui a formé Louis-Philippe, le jeune duc de Chartres, puis devenu duc d'Orléans, à la mort de son père. Ce qui l'a formé, c'est le spectacle de la Révolution, c'est le spectacle de la violence politique, c'est le spectacle de la guerre civile, c'est le spectacle de la guerre tout court, parce que c'est un militaire courageux, tout le monde le reconnaîtra, c'est un combattant courageux, et c'est cela qui l'a formé pendant ses années d'exil. Il continue de le former quand il va s'installer pendant la période consulaire et impériale en Angleterre, où là il va avoir une vie d'exil très différente, dans un cadre qui lui plaît énormément, qui est le cadre de la société anglaise aristocratique, dans la campagne anglaise. Il aime la campagne anglaise, il aime l'Angleterre. C'est un homme qui, dans ses lettres, aime utiliser des formules empruntées en anglais. Il aime beaucoup la société anglaise, la civilisation politique anglaise, et il en gardera quelques marques dans sa conception de la monarchie de Juillet. Et il va essayer, pendant ces années qui suivent la Révolution, où il vit en Angleterre, il va essayer il vit pour l'essentiel en Angleterre, il va essayer de rentrer en quelque sorte dans le sein, si l'on peut dire, de la monarchie, des Bourbons, mais sans pour autant émigrer. Il a été tenté à un moment donné, mais il n'a pas émigré, il ne s'est pas battu avec les armées de l'émigration, il n'a pas voulu prendre les armes contre la France, mais il va quand même revenir vers les Bourbons, puisqu'elle va épouser Marie-Amélie, avec laquelle il va avoir donc tous ses enfants, 8 sur 10, je crois qu'il en a eu 10, 8 ont survécu, dont le duc d'Aumale, et ce couple qu'il va former avec Marie-Amélie, cette période en Sicile, cette période de son existence qui était très importante aussi. Mais pendant toutes ces années, Louis-Philippe, le futur Louis-Philippe, le duc d'Orléans, est considéré avec méfiance. Il est considéré avec méfiance par l'Empire, par Napoléon, il est considéré avec méfiance par les Bourbons, par les émigrés, parce qu'il porte cette trace, cette sorte de péché sur les épaules, qui est le péché du père, le péché de son père, de Philippe Égalité. Le général Égalité porte les péchés du père, et il est toujours suspecté de vouloir intriguer, de vouloir récupérer le pouvoir. Et effectivement, j'avais noté cette phrase qui est très révélatrice, que dit en février 1800 l'écrivain contre-révolutionnaire Mallet Dupont, plus intelligent des écrivains contre-révolutionnaires, un Suisse, Mallet Dupont. Il écrit à propos du duc d'Orléans, qui à l'époque a 27 ans, donc c'est en 1800, il est difficile d'avoir l'esprit plus juste, plus formé, plus éclairé, de mieux parler, de montrer plus de sens, de connaissance, une politesse plus attirante et plus simple. Et il a cette formule extraordinaire, « Oh, celui-là a su mettre à profit l'adversité. » Celui-là a su mettre à profit l'adversité. Pas mettre à profit au sens tirer les marrons du feu, mais mettre à profit, il a su tirer les leçons
des malheurs et des années d'exil qu'il a connues pendant la période de la Révolution française. Donc, ce prince en exil est dans une position ambiguë, et c'est une position qu'il conservera pendant toute la période qui va le conduire vers le trône en 1830. Dans toute cette période, la fin de l'Empire, les 100 jours, la Restauration, le règne de Louis XVIII, le règne de Charles X, Louis-Philippe va attendre un certain temps, après la restauration de la monarchie, le retour des Bourbons sur le trône, après la chute de l'Empire, il va attendre un certain temps avant de revenir en France. Il reste en Angleterre au départ, il va attendre un certain temps, et il y est accueilli plutôt froidement, pendant toute la période de la Restauration, plus froidement par Louis XVIII, un peu moins froidement par Charles X. Il s'installe au Palais Royal, qui est sa résidence, et il a une sorte de deuxième cour qui s'y développe. Beaucoup de gens qui viennent fréquenter ce prince du sang, qui est considéré encore une fois avec suspicion par les dirigeants de la monarchie restaurée. On le suspecte de vouloir reprendre le pouvoir. Au Bourbon, on le suspecte, on le regarde avec méfiance. Il a des beaux enfants, des enfants qui grandissent, à qui il va donner une éducation dans le siècle, puisqu'il mettra ses fils au lycée Henri IV, au collège Henri IV, malgré la colère de Louis XVIII, qui considère qu'ils doivent être élevés comme des princes, à part. Alors bien sûr, ils ont des précepteurs. Je crois que c'est Duc d'Aumale qui a Cuvillier-Fleury comme précepteur, qui est un homme remarquable. Il va beaucoup faire pour la construction politique. Il y a l'aîné des enfants, Ferdinand Philippe, Rosalino, je crois que c'est son troisième prénom, Ferdinand Philippe, né en 1810, et qui va être en quelque sorte l'espoir de la monarchie, qui va recevoir une formation intellectuelle. Il va être sur les mêmes bancs que toute la société du temps, et même s'ils ont leurs précepteurs en marge des cours qu'ils reçoivent, même si vous allez au lycée Henri IV, aujourd'hui, on pourra vous faire visiter, je crois, je les ai vus, les salles où les enfants de Louis-Philippe suivaient leurs cours, dans les hauteurs du lycée. C'est très significatif, c'est-à-dire que Louis-Philippe, le duc d'Orléans, considère que ses enfants doivent être élevés dans le siècle. Mais il n'en suscite que plus de méfiance, justement. Parce que pourquoi veut-il que ses enfants soient élevés dans le siècle? Est-ce qu'il convoite le pouvoir? Ce soupçon ne va pas quitter la personne de Louis-Philippe et son entourage pendant toute la période qui va de 1814-1815 à 1830, pendant la période de la Restauration. Alors, il est exact qu'il fréquente des milieux de la bourgeoisie libérale, de l'opposition libérale sous la Restauration. Il est exact qu'il passe pour être un prince qui a participé aux guerres de la Révolution et qui donc peut être une sorte offrir ce que les Bourbons ne peuvent pas offrir, c'est-à-dire ce qui est son objectif, la réconciliation entre l'ancienne France et la nouvelle, entre la France de l'Ancien Régime et la France issue de la Révolution, du Conseil de l'Empire, entre la France de l'ancienne société d'ordre et la France du Code civil. Donc tout cela fait un homme extrêmement suspect, et lorsque les journées de 1830 vont survenir, lorsque Charles X va se trouver en conflit avec la société politique de son temps, lorsque les journées révolutionnaires vont se déclencher, tout le monde va penser que s'accomplit tout simplement ce qui devait être le projet de longue date de cet Orléans digne et lointain successeur du régent, digne et lointain successeur de toute cette tradition qu'on reproche aux Orléans d'avoir toujours plus ou moins comploté contre la branche aînée, et donc son accession au trône en 1830 va apparaître comme la suite logique. Alors, je ne vais pas entrer dans ce débat considérable sur la Révolution de 1830, qui oppose d'ailleurs des juristes et historiens. Est-ce que Charles X a commis un coup d'État avec les ordonnances qui vont conduire à la Révolution? Est-ce qu'il a abusé de la charte de 1814 et de ses dispositions pour en réalité mettre un terme à une évolution qui était en cours, qui était l'introduction progressive du régime parlementaire en France, qui s'est faite par la pratique politique, petit à petit? C'est vrai que la charte de 1814, au moment du retour du Bourbon, a été octroyée par Louis XVIII. Mais en réalité, même s'il n'y avait pas les termes d'un contrat, il y a bien une forme de régime parlementaire qui a commencé à se mettre en place, avec un gouvernement et une opposition, et l'idée qui émergeait progressivement que, d'une certaine manière, le gouvernement devait avoir la confiance de la Chambre. Et c'est ce débat qui se produit en 1830, et Charles X veut donner un coup d'arrêt
veut donner un coup d'arrêt à cette évolution qui pourtant paraît inéluctable, et ceux qui vont renverser la monarchie des restaurés, qui vont renverser le régime de la Restauration, certains sont républicains, mais beaucoup sont attachés à la monarchie. Simplement, ils veulent un monarque qui accepte la société nouvelle, qui accepte le régime parlementaire, qui accepte de tirer les conséquences de la Révolution et qui accepte d'être l'homme de cette synthèse. Alors la question, est-ce que Louis-Philippe, j'ai essayé de l'aborder dans mon livre, est-ce que Louis-Philippe a véritablement, sinon comploté, du moins a accepté d'être un des éléments de ces événements, d'être un acteur de ces événements qui ont conduit au départ de Charles X, qui aurait voulu une régence, qui aurait voulu que le duc d'Orléans soit lieutenant général du royaume. C'était trop tard, Charles X s'est converti à une solution, une forme de médiation trop tard. Est-ce que le duc d'Orléans a comploté? Je ne crois pas. Je crois simplement qu'il était l'homme auquel tout le monde pensait le jour où ces événements se produiraient. Et d'ailleurs, sinon une preuve, il y a une petite correspondance que j'ai utilisée dans mon livre. Il se trouve que j'ai parmi ma famille, parmi mes ancêtres, un homme qui était l'aide de camp qui s'appelait le colonel Attalin, qui était l'ancien officier d'ordonnance de Napoléon, et qui avait été l'aide de camp de Louis-Philippe, qui était un proche de Louis-Philippe, et on a les correspondances que lui adresse pendant tous ces événements de 1830, qui vont précéder la Révolution de juillet 1830. On a les lettres du duc d'Orléans à ce proche, où il explique qu'il va voir Charles X, qu'il va voir le roi, et que le roi l'assure qu'il respectera la charte. Hors de la charte, il ne voit qu'abîme et perdition. Et Louis-Philippe dit, je suis rassuré, le roi va accepter les avancées du régime, il va accepter de s'incliner et d'entrer dans cette nouvelle étape de la monarchie parlementaire, qui est une monarchie véritablement avec l'émergence d'un pouvoir parlementaire, des libertés publiques. Et donc, je pense que ce sont des éléments parmi d'autres qui montrent que Louis-Philippe a été dans cette affaire, non pas un comploteur, mais quelqu'un qui, finalement, a été l'homme qui était désigné par les circonstances, et c'est ce qui se passe en 1830, où il va être, en quelque sorte, il va arriver au pouvoir porté par la bourgeoisie libérale, à l'issue de la Révolution de 1830, cet homme dont Lafayette disait « il est la meilleure des républiques », c'est-à-dire une monarchie, une nouvelle dynastie, qui accepte l'héritage révolutionnaire, mais qui, en même temps, garde le principe monarchique. Et ça va être la tentative de Louis-Philippe pendant ces 18 années, qui vont être 18 années décisives dans notre histoire. Alors vous savez, la charte de 1830 est très différente dans son principe et sa formulation de la charte de 1814. Ce n'est pas octroyé, c'est un contrat entre le roi des Français et la société française. D'ailleurs, le titre de roi des Français est censé marquer ce glissement, même si ce n'est pas la première fois que le titre est utilisé, puisque je crois que dans la Constitution de 1791, Louis XVI étant encore roi, l'appellation, je ne sais pas si je crois, ne pas me tromper, était celle de roi des Français déjà. Donc c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a déjà cette idée, en fait, on essaie de rééditer ce qui avait été tenté par la Constitution de 1791, et que les circonstances, l'histoire n'avaient pas rendu possible, l'idée d'une monarchie constitutionnelle authentique. Et donc ce que la charte de 1830 permet, et ça va être le début d'un règne de 18 ans, dont l'histoire va être extrêmement riche, et pourtant tout cela est extrêmement court. C'est un point sur lequel je voudrais insister devant vous, parce que nous avons, dans notre analyse de l'histoire, une perception du temps que nous éprouvons de manière différente, d'abord suivant les étapes de notre existence. Plus on vieillit, plus la densité du temps nous apparaît. Quand on est jeune, nous sommes jeunes, bien sûr, les choses ne sont pas perçues de la même manière. Mais à peine 18 années de règne, c'est très peu. C'est très peu. Regardez ce que représente 18 ans dans notre histoire récente. Nous sommes en 2023. Il y a 18 ans, c'était 2005, le référendum européen, pour prendre une référence au hasard. Il y a 18 ans, donc nous avons l'impression que c'est très peu de choses. C'est la durée de la monarchie de Juillet, ces 18 années. Et pourtant, c'est un régime qui paraissait promis à durer. Louis-Philippe a très bien manœuvré et très bien gouverné pendant ces 18 années,
D'abord parce qu'il a respecté strictement la charte. Et ça, pour lui, c'était fondamental. Il ne fallait pas enfreindre les règles de la charte. Donc, il a strictement respecté les règles constitutionnelles. En même temps, il a été très actif sur le plan politique. Il a utilisé son droit de dissolution systématiquement. Je crois que la Chambre des députés n'a jamais atteint, aucune des chambres de la monarchie de Juillet n'est allée jusqu'à son terme. Louis-Philippe était quelqu'un qui savait utiliser les ressorts de la charte, qui savait, sans gouverner directement et personnellement, qui savait utiliser les ressorts que lui donnait le texte constitutionnel. Ce qui est une qualité qui n'est pas toujours partagée, qui n'a pas toujours été partagée dans l'histoire de France. C'est un homme qui a su aussi, donc, le régime parlementaire qui avait commencé d'être introduit sous Louis XVIII et Charles X, par la pratique, par une sorte de rapport de force permanent, eh bien cette introduction du régime parlementaire se poursuit. En particulier, c'est l'époque où la Chambre des députés acquiert des pouvoirs importants en matière budgétaire. Vous savez que le budget, c'est le ressort du pouvoir parlementaire. Donc le pouvoir parlementaire continue de s'installer. En politique étrangère, Louis-Philippe garde la main. Et Louis-Philippe va avoir une ligne en politique étrangère qui ne va jamais le quitter, c'est de faire en sorte que la France soit respectée, mais en même temps montrer qu'elle n'est pas portée vers la guerre. Car en 1830, la France n'a pas été le seul pays à connaître des événements révolutionnaires. Et en 1830, l'arrivée sur le trône de Louis-Philippe a été considérée avec méfiance par les autres souverains européens. Il va écrire des lettres à chacun des souverains européens qui vont leur être portés en main propre, à l'empereur de tsar de Russie, à l'empereur d'Autriche. Il va écrire pour se présenter, pour expliquer ce qu'il veut faire. Il dit « Je ne veux pas porter la révolution en Europe, au contraire, je veux stabiliser le sol européen et je veux que la France soit stabilisée, montrant que c'est lui, avec cette nouvelle dynastie, qui représente l'équilibre, l'ordre et la sécurité, par rapport finalement au désordre qu'avait pu être la Restauration. Donc il faut qu'il se fasse accepter, mais en même temps, il ne veut pas galvauder le renom et l'autorité de la France. Le reproche qu'on lui fera, et c'est un des éléments qui ressort beaucoup dans le texte de Victor Hugo, c'est justement d'avoir une politique étrangère trop pacifique. Il y a des moments où nous serons, au tournant des années 1840, à deux doigts de faire la guerre à l'Angleterre, avec laquelle pourtant l'Angleterre, ennemie de la France depuis les guerres révolutionnaires et impériales, la France va être à deux doigts de faire la guerre à l'Angleterre. Et c'est pourtant Louis-Philippe qui va inaugurer le début de cette entente cordiale qui va être un des éléments diplomatiques fondamentaux du XIXe siècle. Il va rendre visite, il va faire une visite officielle chez la reine Victoria. La reine Victoria viendra en France. Ces deux familles nombreuses, très vivantes, se rencontreront et ce sera le symbole d'un rapprochement entre deux pays que tout opposé. Donc Louis-Philippe essaie de garder cette notion d'équilibre européen et d'apparaître comme un homme dont le pays doit être respecté, mais qui est un gage de paix et de solidité dans l'Europe du Congrès de Vienne et non une source de désordre. Et pourtant, on lui reprochera d'être pas assez glorieux dans sa politique étrangère. Il faut voir que les Français vivent dans le souvenir quand même de la gloire de l'Empire. Même si la chute de l'Empire n'avait pas été accueillie avec tant d'inconfort, parce que les guerres impériales avaient été très dures, plus le temps passe, plus la légende se construit avec le mémorial de Sainte-Hélène, plus la nostalgie de la grandeur de la France impériale, et au-delà peut-être de la France révolutionnaire, séduit les esprits. Vous le savez, c'est Louis-Philippe qui va rapatrier les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, et donc la légende impériale, elle est là, et donc il faut être à la hauteur de cette légende impériale. Et là, c'est quelque chose que Victor Hugo va expliquer. C'est le problème de Louis-Philippe, c'est qu'il ne donne pas l'impression d'être un souverain héroïque. C'est un homme... je ne peux pas vous citer le portrait entier de Louis-Philippe par ces quelques pages des Misérables qui sont assez extraordinaires, mais c'est un petit peu cela qu'il lui reproche. J'essaie de retrouver le fameux passage. Voilà, Louis-Philippe, alors il le décrit d'ailleurs physiquement. Louis-Philippe avait été beau et vieilli était resté gracieux, pas toujours agréé de la nation, il l'était toujours de la foule, il plaisait. Il avait ce don
le charme, la majesté lui faisaient défaut. Il ne portait ni la couronne, quoique roi, ni les cheveux blancs, quoique vieillard. Ses manières étaient du vieux régime et ses habitudes du nouveau, mélange du noble et du bourgeois qui convenait à 1830. Louis-Philippe était la transition régnante. Il avait conservé l'ancienne prononciation et l'ancienne orthographe qu'il mettait au service des opinions modernes. Il aimait la Pologne et la Hongrie, mais les écrivait les Polonois et prononçait les Hongrois. Il portait l'habit de la garde nationale comme Charles X et le cordon de la Légion d'honneur comme Napoléon. Mais c'est ce que Louis-Philippe, c'est ce que Victor Hugo va dire. Il lui manque c'est ce qu'il appelle le grief de l'histoire contre Louis-Philippe, c'est-à-dire ce manque un peu de grandeur qui va affecter l'image de son règne. Donc, construction politique, il bâtit de ses mains un petit peu un régime équilibré, où l'exécutif a une importance assez considérable, même s'il se fait discret par certains moments. Et le régime va être stabilisé à partir du début des années 1840. Jusque-là, il a usé plusieurs présidents du Conseil ou chefs du gouvernement, en droit ou en non, dont un homme comme Thiers, qui est un personnage très remarquable, mais l'homme qui va s'identifier à la deuxième partie du règne, c'est Guizot, François Guizot, qui partage beaucoup ses vues de Louis-Philippe. Ils sont très proches l'un de l'autre, et c'est ce qui va donner à la fois la solidité du régime et en même temps sa faiblesse, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement attachés à ce régime qu'ils ont installé, qui est là depuis 10 ans. Il faut voir que c'est un pays qui est prospère, c'est la révolution industrielle, le développement économique. En même temps, c'est un régime où on connaît, nous en parlions avec un des assistants aujourd'hui, tout à l'heure, c'est le pays qui commence à mettre en place une législation sociale. Il y a une administration extrêmement active. Vous savez aussi que toute l'administration du patrimoine, la politique du patrimoine est mise en place à cette époque. L'État est fort. Les fonctionnaires jouent un rôle important dans la monarchie de Juillet. Donc on voit le pays qui s'installe, on voit le régime qui s'installe. Et pourtant, il va y avoir une sorte de routine qui va s'installer avec ce duo que forment à partir de 1840-1841 Louis-Philippe et Guizot, et qui va conduire jusqu'en 1848. Comment expliquer que ce régime parlementaire en construction, finalement respecté à l'étranger, même si la politique étrangère, mise à part l'Algérie bien sûr, même si la politique étrangère la politique militaire reste discrète, comment expliquer que ce régime se lézarde à partir du début et du milieu des années 1840 ? Comment expliquer que ce régime qui était destiné à durer, grâce à ses qualités de Louis-Philippe, ses qualités, ce caractère, synthèse de caractère, comment expliquer que le régime se lézarde et aboutisse finalement à une révolution qui va emporter en 3 jours cette monarchie, cette nouvelle dynastie, cette expérience de monarchie constitutionnelle. Il y a un premier élément qui est très important, c'est que Louis-Philippe vieillit, son fils aîné, le duc de Chartres, devenu duc d'Orléans depuis 1830, Ferdinand Philippe, qui a été, je vous l'ai dit tout à l'heure, formé véritablement pour régner, qui a une culture politique, il a voyagé, c'est un garçon, un homme subtil, intelligent, cultivé, s'intéressant à la question sociale, celle dont Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, va faire la clé de son succès à partir de 1848. Ferdinand Philippe s'intéresse à la question sociale, qui est une des questions qui monte avec la révolution industrielle, parce que l'argent, le développement technologique, le développement technique, les chemins de fer, toute cette prospérité va évidemment avec un aspect social difficile, les débuts du mouvement socialiste. Et Ferdinand Philippe est quelqu'un qui a compris cela et qui est donc destiné à succéder à Louis-Philippe avec cette compréhension de la société qu'on avait voulu lui apporter par ses études au collège Henri IV notamment. Mais il meurt accidentellement en 1842, en allant rendre visite à sa mère à Neuilly, un accident de voiture à cheval. Et toute l'histoire du règne est là-dedans. Ferdinand Philippe le duc d'Orléans devait aller inspecter l'armée du Nord. Il a voulu embrasser sa mère au château de Neuilly avant de partir, et c'est en allant embrasser sa mère qu'il a connu cet accident de voiture à cheval et qu'il est mort. Et c'était un désastre absolu. C'était une famille très unie, il y a cet aspect que je n'ai pas évoqué, très intéressant. J'ai juste effleuré quand j'évoquais le parallélisme avec la famille de Victoria et d'Albert. Ça va être un coup fatal porté à la monarchie, d'abord parce que Louis-Philippe et Marie-Amélie sont atteints au plus profond d'eux-mêmes.
vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Louis-Philippe va prendre plusieurs années d'un coup. C'était vraiment l'espoir pour lui de la monarchie. Aucun de ses autres fils, le duc de Nemours, même le duc d'Aumale, le jeune duc d'Aumale, ne lui paraissent avoir des qualités comparables pour lui succéder. Vraiment, le prince était destiné à cela, donc ça va être un élément très très important. Le deuxième élément qui va expliquer l'affaiblissement de la monarchie, c'est l'obstination à conserver le suffrage censitaire. Et donc, une sorte de résistance à l'idée d'élargir le suffrage, pas nécessairement le suffrage universel qui sera apporté en 1848, mais au moins élargir le suffrage, aller au-delà des 200 ou 300 000 électeurs. Et ça, il y a une sorte de réticence très forte qui est très, très dommageable à la monarchie, parce que, imaginez, vous avez des professeurs d'université, vous avez une partie des élites de la monarchie de Juillet qui ne votent pas et qui ne sont pas éligibles, tout simplement parce qu'ils ne remplissent pas les conditions fiscales pour être électeurs. Il faut comprendre pourquoi il y a cette réticence à élargir le suffrage. Guizot, Louis-Philippe sont des hommes profondément rationnels. Ils ont gardé le souvenir de ce qu'a été la Révolution. Pour eux, la foule est dangereuse. Et on ne peut pas donner le suffrage à tous du jour au lendemain. Voter, être élu, exercer des responsabilités politiques, ça suppose une certaine éducation, une certaine expérience sociale, et le suffrage universel est dangereux, tel quel. Donc il faut aller progressivement vers l'élargissement du suffrage. Mais ils vont mettre trop longtemps à aller vers cet élargissement du suffrage, et ce sera une des raisons qui fera tomber la monarchie. Cette parenthèse, je l'ai ouverte parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît absurde, cette réticence, mais elle est tout à fait compréhensible, parce que, projetons-nous quelques années plus tard, Louis-Philippe en exil en Angleterre, Guizot, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les débuts de la Seconde République, il voit la première élection présidentielle. Qui est élu? Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte qui avait par 2 fois tenté de renverser le régime. Donc, voilà, en 1836 en 1840, à 2 reprises. Louis-Napoléon Bonaparte qui va ensuite, par le coup d'État du 2 décembre 1851, renverser la République, la République conservatrice, qui avait restreint le suffrage universel de nouveau, et l'affiche que va faire placarder sur tous les murs de France Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir bientôt Napoléon III, c'est le suffrage universel est rétabli. Donc, on peut comprendre qu'il y ait eu cette sorte de réticence devant le suffrage universel, et je vous dirais même que cette réticence envers le suffrage universel, elle traverse notre histoire, elle fait partie de notre culture politique, on la voit aujourd'hui par cette peur, alors pour le coup un peu ridicule, cette sorte de peur panique devant l'usage du référendum, parce qu'il y a cette idée en France depuis 1789 qu'entre le peuple et la foule, la frontière est très étroite. D'ailleurs, on a vu récemment dans le discours politique, il a été dit, la foule contre la légitimité parlementaire. C'est très étrange, et c'est quelque chose qui vient de loin, mais aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu vain d'aller trop loin dans cette sorte de parallèle. Mais à l'époque, on peut comprendre qu'il y a eu cette réticence. En tout cas, ils ont été trop lents, en tout cas dans l'élargissement du suffrage, et ils ont mécontenté une partie des élites politiques de la monarchie de Juillet. Et puis il y a tout simplement une sorte de crise morale dans le royaume, dans la monarchie de Juillet, dans les dernières années. Il y a des scandales, il y a une atmosphère un peu pénible, un étalage d'argent, de fortune. Alors pour cela, il faut lire ce texte fabuleux qui s'appelle « Chose vue » de Victor Hugo, qui est vraiment un des témoignages les plus extraordinaires qu'on puisse avoir sur une société, beaucoup plus juste et précis et impressionnant que même les grands romans de l'époque, que n'ont pu l'être Stendhal ou Balzac. Vraiment, Chose vue, c'est un ouvrage de journaliste de génie où Victor Hugo analyse cette sorte de déliquescence qui va se consommer avec la chute de la monarchie en 3 jours, en février 1848. Donc, il y a une sorte de décomposition que vous trouvez également dans les souvenirs de Tocqueville. Dans les souvenirs de Tocqueville, où Tocqueville dit, je n'ai plus la citation, j'aurais dû la prendre avec moi, je n'ai plus la citation exacte, mais Tocqueville dit il y avait une sorte de fracture dans la société, dans l'organisation politique. La sphère du pouvoir était complètement coupée de la société, comme si c'était 2 mondes différents. Et il y avait une sorte de régime légal,
et puis il y avait la société réelle qui était complètement coupée du régime légal. Alors ça peut aboutir à des révolutions comme ça peut durer longtemps. Il y a un concours de circonstances, la campagne des banquets, les journées de février, il y a un concours de circonstances qui vont faire que la révolution de 1848 va aboutir, et puis aussi le fait que Louis-Philippe n'ait pas eu à sa disposition, comment dire, les hommes qu'il lui fallait, parce qu'en fait, l'ordre public, la régulation, la répression des premières manifestations n'a pas été très bien conduite. Pas efficacement conduite. Je crois que Bugeaud, en particulier, n'a pas été particulièrement efficace pendant ces événements, qui ont vite échappé au contrôle du gouvernement. Il y a une phrase de Victor Hugo qui cite, il voit la garde nationale qui fuit devant un homme à moitié nu brandissant un coupe-chou, seul. Il voit le régime qui s'effondre parce que en réalité, les événements, se conjuguant, peuvent le provoquer. Une des raisons pour lesquelles la monarchie de Juillet va sombrer, et c'est en cela que c'est intéressant d'évoquer toujours ce caractère particulier de Louis-Philippe que j'évoquais au départ, et notamment cette tare originelle, le péché du père, c'est que Louis-Philippe, à aucun moment, ne va vouloir vraiment faire le choix d'une répression sanglante. En fait, c'était possible, en février 1948, de réprimer. Il y avait des incertitudes. La garde nationale, la fidélité des gardes nationales, c'était compliqué. Mais avec l'armée, avec les forces armées qui étaient réunies à l'extérieur de la capitale, il était peut-être possible de reprendre le contrôle de la situation. Pour cela, il aurait fallu que Louis-Philippe quitte Paris et reconquiert Paris avec l'armée, mais au prix de combats extrêmement violents et sans doute de pertes humaines très lourdes. Et Louis-Philippe ne le voulait pas, ça il ne le voulait pas, il ne l'a pas voulu. Et il y a une scène extraordinaire, c'est la scène de l'abdication aux Tuileries, où il y a Louis-Philippe qui d'une main tremblée plutôt que tremblante, va écrire l'acte d'abdication. Il a autour de lui sa famille, le duc de Nemours, je ne sais plus si le duc de Nemours est là, je ne crois pas. Il a autour de lui une partie de sa famille, la cour, et tout le monde lui dit abdiquer, sire, abdiquer, sauf les femmes, sauf les femmes de sa famille. Et donc Louis-Philippe va abdiquer, mais convaincu qu'une régence est possible pour son petit-fils, le comte de Paris, avec sa belle-fille, l'épouse, la veuve de Ferdinand Philippe, Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Il pense que la régence va s'installer. Et il dira plus tard, je n'avais pas compris que j'étais la clé de voûte à ce point. Et en fait, il était la clé de voûte du système. Il va partir, il va s'exiler, et le régime va tomber aussitôt, à peine il a quitté les murs de Paris. Et donc, le système s'effondre de manière immédiate, et la régence, absolument impossible d'établir la régence, et c'est comme ça que la Seconde République va naître. Au début, une république chargée d'espoir, et puis une république plus dure ensuite, avec les journées de juin 1848, et une répression quand même sociale très très violente, qui est la première épreuve de force entre la tradition politique libérale, qui pense que ce qui est important, c'est de préserver les libertés politiques, et une autre tradition, plus révolutionnaire, plus sociale, qui pense que la République doit être pas seulement un régime d'épanouissement des libertés politiques, mais doit aussi être un régime qui traite la question sociale, issue de la révolution industrielle. Et juin 1948, c'est très frappant. C'est une répression extrêmement violente, hein, juin 1948. Là, vraiment, avec beaucoup de morts, plus de 10 000 déportations. Je crois que le dernier jour de juin 1948, 3 millions de cartouches sont tirées par les forces de l'ordre. C'est vraiment un événement terrible. Et c'est très intéressant de le noter, parce qu'en fait, la révolution sanglante, ce n'est pas la révolution de février qui fait partir Louis-Philippe. Elle n'est pas sanglante. La révolution sanglante, c'est la révolution qui arrive dans la révolution. La révolution qui oppose, sous la Seconde République naissante, les partisans des libertés politiques, les révolutionnaires modérés en quelque sorte, c'est-à-dire soit d'anciens soutiens de la monarchie de Juillet, soit des républicains modérés, avec les artisans, les ouvriers,
et les partisans d'une république sociale, ce qu'on appelle déjà les socialistes, même évidemment si le socialisme n'a pas l'unité et la cohérence idéologique qu'il acquérera ensuite. Voilà, donc c'est très, très étonnant, très étrange, cette chute de la monarchie, et ça pose un certain nombre de questions sur Louis-Philippe. Il est normal qu'à la suite de cet événement, la monarchie de Juillet ait mauvaise presse et que Louis-Philippe ne soit pas compris. D'abord, je vous l'ai dit au départ, toute sa jeunesse est gommée, toutes ces années de jeunesse, ces années d'aventure, d'abord les guerres de la Révolution, Valmy, ensuite les années d'exil, les voyages, l'Amérique, ensuite tout cela, la période plus calme et en même temps très politique de la Restauration entre 1814 et 1830. Et en fait, Louis-Philippe entre vraiment dans l'histoire qu'en 1830, à l'âge de 57 ans, comme un personnage assis, partisan d'un régime pacifique, d'une émancipation politique raisonnable. Encore une fois, il ne s'agit pas de suffrage universel, il ne s'agit pas de république, il s'agit bien de poursuivre, de faire survivre et revivre la monarchie avec une nouvelle dynastie, une dynastie nationale, ayant passé un contrat avec le peuple. Donc c'est ce Louis-Philippe-là, mais c'est un Louis-Philippe évidemment déjà plus vieux, déjà plus assis, et qui va être immédiatement brocardé par Daumier, par Philippon, Clapoire, qui va être immédiatement critiqué pour ce côté roi bourgeois, qui en fait il ne le cultive pas tellement dans la vie quotidienne, contrairement à ce qu'on croit. C'est un homme qui reste très attaché à ses conditions de prince, et qui, en même temps, bien sûr, va être honni par les légitimistes, par les carlistes, par les partisans de Charles X, qui l'accusent, lui reprochent, l'accusent d'avoir trahi la monarchie et d'avoir en fait s'être servi de la Révolution pour accomplir le vieux rêve de la branche cadette, qui était d'accaparer le pouvoir à son profit. Donc, il est normal ensuite que les 18 années passe un petit peu à la trappe. On oublie que c'est pendant cette période que nous avons fait la véritable expérience du régime parlementaire. On oublie que la France a réussi à éviter toute véritable guerre à une époque où, entre la Révolution de 1830, qui est aussi un phénomène européen, et la Révolution de 1848, qui est une conflagration européenne, la France a échappé, avec Louis-Philippe, à ces risques de guerre, à ces violences politiques. Il y a eu des émeutes, révoltes des canuts, il y a eu des émeutes, d'ailleurs assez sévèrement réprimées, le massacre de la rue Transnonain sous Louis-Philippe. On ne peut pas dire que le régime était parfaitement pacifique, mais tout de même, c'est une période pacifique, c'est une période d'expansion économique où la France participe très activement au développement de l'Europe. C'est une période d'enrichissement, et évidemment avec l'argent arrive toute une mythologie, celle d'une société bourgeoise, triomphante, et de la paupérisation, le début de l'exode rural, une certaine paupérisation de la population. Il y a toute cette image qui va être oblitérée par la fin de la monarchie et la chute de la monarchie, qui est une chute extrêmement rapide. Et ce roi un peu bedonnant qui part dans la précipitation, qui va être obligé de se cacher, se déguiser en bon bourgeois pour traverser la Manche et pour aller se réfugier en Angleterre, avec la sympathie de la reine Victoria qui va l'héberger. Donc c'est le côté un petit peu tragique qui gomme complètement une certaine grandeur de Louis-Philippe. Et cette grandeur, c'est quand même des Britanniques, des Anglais que la reconnaissance va venir. C'est avec ça que je voudrais terminer, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé. Louis-Philippe, quand il était prince, duc d'Orléans, il avait acquis le château de Neuilly, dont il avait fait une très belle propriété. Il a brûlé en 1848. Et c'était une très très belle propriété. Il recevait beaucoup à Neuilly quand il était prince et quand il était roi. Il recevait énormément, c'est là qu'il travaillait, qu'il envoyait des billets, que beaucoup de choses politiques se sont décidées. Il a reçu notamment un personnage très intéressant qui est Benjamin Disraeli, que vous connaissez sans doute, qui était Premier ministre d'Angleterre à 2 reprises, qui était un personnage fascinant, un personnage incroyable, qui a subjugué la reine Victoria, dont il a fait l'impératrice des Indes. Et Disraeli s'était fait remarquer, Louis-Philippe. Il est venu aux Tuileries à Neuilly à plusieurs reprises pendant la monarchie de Juillet, alors qu'il était jeune homme politique anglais. Il était un des acteurs de ce mouvement dans l'aristocratie conservatrice qu'on appelait la Nouvelle-Angleterre.
très étrange, ce personnage très marqué par son judaïsme et qui en même temps était fasciné par l'aristocratie anglaise, qui sera un grand Premier ministre. Et donc il a rencontré Louis-Philippe à plusieurs reprises. Louis-Philippe s'intéressait à lui, avait repéré ce personnage qui va devenir le plus grand Premier ministre anglais du 19e siècle, sauf si vous préférez Gladstone, c'est votre droit, mais la reine Victoria préférait Disraeli. Et voilà, je voudrais terminer avec ce discours de Disraeli à la Chambre des communes en 1853, alors que Napoléon III règne en France. Il s'exprime devant la Chambre des communes, il parle de la France, et il dit ceci, qui à mon avis est le plus beau portrait qu'on puisse faire de Louis-Philippe, même encore mieux que celui de Victor Hugo. Il y a quelques années, j'ai eu souvent l'occasion de me rendre en France. Je trouvais un pays sous l'emprise d'un monarque constitutionnel, d'un prince qui, par tempérament, autant que par choix politique, était humain et bienfaisant. Je puis vous dire, messieurs, qu'à cette époque, la presse était libre. Je puis vous dire qu'à cette époque, le Parlement français existait vraiment et se distinguait par une éloquence et une aptitude au débat que notre propre Chambre elle-même n'a probablement jamais égalée. Je puis vous dire que la France était parvenue alors à un degré de richesse matérielle qu'elle n'avait jamais atteint jusque-là. Je puis aussi vous dire qu'après un règne d'une prospérité continue, ce même prince, âgé, malade et accablé de chagrin, fut brutalement expulsé de sa capitale et qu'il fut traité de poltron par toute la presse d'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulut pas commander à ses troupes de tirer sur le peuple. Et Disraeli d'ajouter: j'ai dit, messieurs, qu'à titre personnel, je regrette ce passé et que je compatis au destin du souverain déchu. Mais quelle est la morale véritable de cette histoire ? Elle est celle-ci, qu'il faut renoncer à se former une opinion sur la politique en France. Je trouve une excellente conclusion de Disraeli. Je vous remercie. Merci à Arnaud Tessier pour ce rappel d'une page importante de notre histoire, qu'on ne connaît pas tous parfaitement. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc Loïc va passer parmi vous. Et on va vous passer le micro. Donc n'hésitez pas. Qui veut poser la première question ? On dit que c'était l'homme le plus riche de France. Quand on voit ce qui est devenu les Orléans aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils ont pu tout perdre? Il ne reste rien maintenant, rien. Alors, je vais répondre à la première partie de la question. Oui, il avait reconstitué, quand il est revenu en France, savamment une partie de la fortune immense de son père, d'ailleurs. Et donc, c'était un homme, d'ailleurs, ça fait partie des reproches qu'on faisait à Louis-Philippe, c'était d'être très attaché aux questions matérielles. Ses enfants lui-même lui reprochaient quelquefois d'être très vétilleux sur ces questions. Il était très sourcilleux sur l'usage de sa liste civile. Mais enfin, c'est vrai que c'est un homme très riche, très vétilleux sur sa fortune, très économe, très bourgeois, disait-on, de ce point de vue-là, mais c'est quand même l'homme qui a utilisé une partie importante de sa fortune pour la restauration du château de Versailles. J'y ai fait allusion. Versailles, c'est une opération, c'est un succès énorme. Ni l'Empire, ni la Restauration n'avaient su quoi faire de Versailles, qui était à l'abandon. Le château était à l'abandon, et c'est Louis-Philippe, véritablement. Alors, je sais qu'on lui reproche certains détails architecturaux des puristes, enfin, le fait est que Versailles aurait sans doute disparu si Louis-Philippe, pendant 10 ans, n'avait pas œuvré pour la restauration du château, avec cette idée d'en faire le musée de l'histoire de France. Ça lui a été d'ailleurs, cet hommage lui a été rendu par une très belle exposition qui a eu lieu à Versailles il y a assez peu de temps. Et donc il y a mis une partie de sa fortune. Mais c'est vrai qu'il était assez proche de ses sous par certains côtés, même s'il était très riche. Il avait un peu la mentalité de gens qui avaient vécu en exil. Il avait manqué énormément d'argent. Il a vraiment vécu, d'ailleurs, Victor Hugo le dit, il a connu des périodes de pauvreté extrême, et donc ça explique beaucoup de choses. Le fait d'avoir été en exil, ça explique beaucoup de choses sur sa psychologie. La peur de l'exil. En 1830,
on a l'impression qu'il prend le pouvoir, enfin qu'il reçoit le pouvoir de tiers, enfin des dirigeants de la révolution bourgeoise, il reçoit le pouvoir avec presque réticence. Sa sœur, sa femme ont peur, parce qu'elles ont peur de connaître à nouveau l'exil, et de fait, ils connaîtront l'exil en 1848. Cette idée d'être privé de son pays, et puis vous retrouverez la même crainte et le même traumatisme chez les princes d'Orléans, le duc d'Aumale, enfin, l'exil, c'est quelque chose quand même, de ne pas pouvoir revenir dans son propre pays. Donc voilà, de ne pas pouvoir se battre pour son pays. Voilà, c'est la fortune, oui. Alors, quand on va savoir ce qu'elle est devenue, c'est une autre histoire dans laquelle je ne m'aventurerai pas. En tout cas, à la fois, c'est pas seulement d'ailleurs la fortune des Orléans, hein, vous savez, mais enfin, Chantilly, grâce à la sagesse très avisée du d'Aumale, on conserve un élément de patrimoine absolument exceptionnel. Ça n'a pas été dilapidé. Légitimiste, je ne porte pas Louis-Philippe de mon cœur, évidemment, mais il y a un sujet pour ça qui est très important, c'est celui de la religion catholique romaine, qui est une base fondamentale de la solidité de notre histoire et de ce pourquoi elle a été détruite pour détruire la France. Aujourd'hui, on voit les résultats, avec la franc-maçonnerie qui a été introduite par son père. Donc je voulais savoir un petit peu, vous n'en avez pas du tout abordé le sujet de sa relation avec notre religion, notre ancienne religion peut-être. Sa relation personnelle, difficile à connaître. On le disait voltairien, il avait eu une formation intellectuelle très marquée par le XVIIIe siècle, par les philosophies du XVIIIe siècle, mais il était croyant. La mort de Louis-Philippe, il est mort comme un roi chrétien, de manière incontestable, bien sûr pour ce qui est de sa foi personnelle. Il a entretenu d'excellents rapports avec l'Église, mais c'est vrai qu'il était dans une attitude, évidemment, d'équilibre, je dirais. Mais je ne le décrirais pas comme un souverain anti-religieux, hein, du tout. Au début de votre livre sur Louis-Philippe et ses enfants, vous posez comme un sujet d'étonnement le fait que les enfants de Louis-Philippe étaient vraiment programmés en quelque sorte pour avoir un destin politique et que finalement tout ça a tourné court et n'a rien donné. Alors n'a rien donné politiquement. Ici à Chantilly, nous pouvons peut-être nous réjouir que le duc d'Aumale ait eu une autre destinée qu'une destinée politique. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette espèce d'évanouissement en quelque sorte de la destinée politique de la génération suivante? Mais ils étaient tous marqués par la tâche originelle, comme lui, c'est-à-dire la crainte d'être accusé de forfaiture. Enfin, c'est extraordinaire de voir que le prince de Joinville, le duc d'Aumale, en 1848, aurait pu tenter de jouer un rôle militaire. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été élevés dans l'idée qu'il fallait respecter la charte, qu'il fallait respecter les institutions. Louis-Philippe disait même qu'il était le premier fonctionnaire du royaume. Donc il y a une sorte de loyauté envers les institutions conçues, pas seulement comme un système politique donné, mais comme un ensemble. Il y a une idée qu'on est engagé et qu'on ne doit pas trahir cet engagement. Et vraiment, je crois que c'est la faute originelle de Philippe Égalité qui a pesé sur eux, pas seulement sur le père, mais sur les enfants. Ensuite, il y a des questions de caractère. Vraiment, quand on étudie bien la vie de l'aîné, du duc de Chartres, Ferdinand Philippe, on voit quand même que c'était un tempérament très politique, très habile, très politique. On a des écrits de lui qui le montrent. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu certainement, effectivement, changer la destinée de la monarchie et l'avenir des dynasties. Les autres étaient beaucoup moins aptes à cela. Louis-Philippe le savait, il le disait, il l'a dit. Il aimait beaucoup Aumale. Alors Nemours, autant il savait que Nemours était physiquement courageux, autant il considérait qu'il n'avait pas les aptitudes, peut-être une forme de courage intellectuel, qui est autre chose que le courage physique. Voilà. Aumale aussi, il pensait que c'était des princes de grand talent,
d'une grande valeur morale, mais qui n'avait pas forcément le caractère à la hauteur des événements comme aurait pu l'avoir Linné. Leurs dons, c'est quelque chose qu'on ne dit pas toujours, leurs dons, qui étaient nombreux, parce qu'ils étaient doués tous ces enfants, et leurs dons étaient très importants dans le domaine artistique. Hein, on pourrait parler de Marie d'Orléans, mais tous, ou presque, je crois, avaient des talents de dessinateurs, ils avaient une culture artistique qu'on retrouve chez, évidemment, le duc d'Aumale, à la fois bibliophile, amateur d'art, etc. Mais c'est autre chose que la politique. Maintenant, comment dire, le rapport entre les Orléans et la politique est une grande affaire qui va au-delà de la monarchie de Juillet, qui traverse l'histoire de la Troisième République, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la monarchie est un vieux rêve éteint, mais dans les années 1880, c'était tout frais, tout présent. Et donc l'idée d'une restauration monarchique, vous le savez, même jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la guerre de 14, en fait, ne paraissait pas du tout aberrante. La France avait vécu très longtemps en monarchie. La Troisième République était une république qui fonctionnait à peu près, mais enfin qui n'était pas très aimée ni très populaire. La républicanisation de la société française s'est faite très lentement par l'école, a été favorisée aussi par le grand sacrifice de 1914, je pense. Voilà. Mais voilà, il ne semblait pas fait pour ça. Il y a eu un moment sous la Troisième République où le prétendant a un petit peu fricoté avec les milieux nationalistes, etc. Mais non, je crois qu'il y avait cette idée, il faut être loyal envers le pays. Être loyal envers le pays, c'est comme être loyal d'une certaine manière envers les institutions, d'où le ralliement à la République conservatrice, qui d'ailleurs pas simplement le fait des princes. Hein. Un homme comme Thiers, c'était un homme qui avait été presque le théoricien de la monarchie de Juillet. C'était l'homme de la monarchie constitutionnelle qui va devenir une sorte de père fondateur de la République par raison de la République conservatrice. Donc, c'est très, très, très étrange et très dommage finalement que cette expérience de la monarchie constitutionnelle, qui avait toutes les chances de réussir sous le règne de Louis-Philippe, n'ait pas perduré, puisque d'une certaine manière, c'est un peu cela que la France recherche à travers différents régimes. Encore une fois, le régime de la Ve République, je m'éloigne de votre question, j'en suis bien conscient, le régime de la Ve République a certains traits de cela, c'est-à-dire l'idée qu'il faut un principe d'unité puissant, incarné, un peu sacralisé, c'est la fonction présidentielle telle que De Gaulle l'a conçue, quand même, avec la seule sacralité possible qui est le suffrage universel, désormais. Une fonction d'exécutif sacralisée, qui doit être consciente de sa propre sacralité, donc de ne pas chercher trop à s'approcher du peuple, c'est tout l'équilibre délicat que Louis-Philippe devait respecter, et puis des institutions libres. Donc, ça, je pense que les enfants de Louis-Philippe avaient cette culture-là, mais sans doute pas la capacité, ni les circonstances adaptées pour les faire valoir, comme lui avait pu les faire valoir en 1830, ou comme son fils aurait pu les inscrire dans la durée. Que pensez-vous de son comportement durant l'affaire de Saint-Leu, le 27 août 1830 ? Oh, je ne peux pas vous en dire grand-chose, je n'ai pas d'éléments précis à ce sujet, non. Enfin, rien d'original, je ne peux rien vous en dire d'original. Quand j'étais gamin, sur la côte de Grasse, il y a une petite maison anglo-normande. Là, il y a une grande plaque de marbre. C'était la dernière demeure en France de Louis-Philippe avant sa traversée. À quel endroit, dites-vous ? Sur la côte de Grasse. Ah oui. Vous partez d'Honfleur, vous montez, vous avez la chapelle de Grasse sur la gauche, vous continuez vers Écomoville, et sur la gauche, vous avez cette jolie maison anglo-normande qui est en son état. Oui, il s'est caché à un moment donné. Oui. Pardon ? Oui, il s'est caché à un moment donné. Ouais. Ben, il était en fuite et sous une fausse identité. Oui, c'était une fin terrible. Encore une fois, il a appris petit à petit ce qui se passait à Paris. Il n'imaginait pas que tout allait s'effondrer. Et il est arrivé, Clermont
C'était une maison un peu délabrée. Vous connaissez l'histoire terrible de l'empoisonnement de presque toute la maisonnée à cause des tuyaux. Mais seuls Louis-Philippe et ses fils n'ont pas été empoisonnés parce qu'ils buvaient de la bière. Donc c'était très inconfortable. Et d'ailleurs la presse anglaise était très... Enfin, l'arrivée de Louis-Philippe en Angleterre était très dure, mal considérée. La presse anglaise s'est acharnée sur lui. Il y avait des vieux règlements de compte qui remontaient à la surface, avec l'affaire des mariages espagnols dont je n'ai pas parlé, enfin, des questions d'amour-propre national qui ressurgissaient. La presse anglaise n'a vraiment pas été très, très clémente, et heureusement qu'il y avait ces liens avec la reine Victoria. Et c'est pour ça que j'ai cité le texte d'Israëli, qui est très incroyable, parce que justement, Disraeli avait été indigné par cette sorte de fuite pitoyable d'un roi qu'il considérait avec beaucoup d'admiration. Une observation de médecin homméopathe. En 1832, il y a eu une grande épidémie de choléra à Bordeaux, et il se trouve qu'un de mes confrères anciens, qui était le docteur Madi, pratiquait l'homéopathie avec 3 ou 4 remèdes et a eu des résultats absolument extraordinaires. L'Académie de médecine, jeune, tout à fait jeunement fondée, est venue trouver Guizot et lui a dit il faut interdire l'homéopathie. Et Guizot a référé au roi Louis-Philippe, et tous deux ont répondu soit l'homéopathie est une chimère, elle s'arrêtera d'elle-même, soit elle est efficace, et c'est le rôle de l'Académie de médecine, au moins de ne pas tout de suite lui interdire d'exercer. Je trouve que c'est un bel exemple de pragmatisme et de Louis-Philippe et de Guizot. Je ne connaissais pas cette histoire. Vous savez que c'est pendant cette épidémie de choléra que le président du Conseil, Casimir Perier, est mort. Et cette épidémie de choléra a inspiré un des plus beaux romans de la littérature française, qui est Le Hussard sur le toit. Et c'est l'épidémie en Provence, mais ça se passe à ce moment-là. Et Le Hussard sur le toit, c'est très intéressant parce qu'il montre véritablement la société du temps, la façon dont on cherche des responsables, le peuple qui croit que c'est la bourgeoisie, ce sont les riches qui ont empoisonné l'eau. Et puis on voit que la société tient pendant l'épidémie de choléra parce qu'il y a un État, en quelque sorte. Il y a un État qui est capable de développer de la contrainte, etc. Et c'est un roman que je cite souvent à mes étudiants, Le Hussard sur le toit, parce qu'il montre ce qu'était la force de l'administration à l'époque. On arrivait à remarquer, c'est pas si mal tiré d'épidémies récentes, mais enfin le choléra c'était une épidémie plus violente. Et donc c'est intéressant, ça montre un peu ce qu'était le règne de Louis-Philippe, c'est-à-dire c'est quand même aussi le règne de l'administration, puisque je n'en ai pas parlé, mais Louis-Philippe, comme la Restauration, d'ailleurs, ils ont conservé l'administration napoléonienne. C'est un des traits. Louis-Philippe était important historiquement pour cela. Lorsqu'il y a eu la Restauration en 1814-1815, il y a eu un grand débat au sein du gouvernement de Louis XVIII, entre ceux qui disaient qu'il faut faire disparaître l'administration napoléonienne, les préfets, les conseils d'État, il faut revenir aux vieilles libertés de l'Ancien Régime, avec une administration beaucoup plus faible, etc. Ou alors il faut la garder. Et le régime de Louis XVIII a décidé que c'était bien dommage de se priver d'un outil aussi puissant que celui négué par Napoléon. Et donc l'administration, la Restauration a gardé l'administration française dans toute cette puissance. Et Louis-Philippe a poursuivi ensuite, il a conservé. Et vous avez plusieurs figures politiques importantes de la Restauration qui sont des fonctionnaires. Charles de Rémusat, c'est un fonctionnaire. Guizot a été, je crois, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Ce sont des gens qui sont aussi des grands administrateurs. Et il y a toute une tradition qui va prendre racine, notamment grâce à Louis-Philippe, qui est celui d'un pays où l'État, alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est moins populaire, où l'État est très présent, et c'est d'où l'exemple aussi que j'évoquais tout à l'heure de la première législation sociale. Le premier État social, celui qui prend des mesures contre le travail des enfants, c'est la monarchie de Juillet. L'État prend la relève de l'Église, en quelque sorte. Alors c'est pas, pour revenir sur la question de tout à l'heure, c'est pas dirigé contre l'Église, mais il prend la relève de l'Église qui était ruinée quand même comme puissance économique par la Révolution française. Bien. Eh bien, on vous remercie mille fois.